Militaire. On va parler de quoi? On va parler de cette question qui anime de plus en plus les chancelleries. Faut-il reparler à Poutine et que lui dire? On a le sentiment que ça se précipite. Alors, le contexte, la toile de fond générale, c'est évidemment M. Trump qui arrive aux affaires à la Maison-Blanche dans moins de 3 semaines. Donc on se demande si tout ça va accélérer évidemment cette fin de la guerre qu'il appelle de ses voeux et qu'il promet de régler en moins de 24 heures. Évidemment, ce vœu de Trump, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il n'est pas tombé dans l'oreille de M. Poutine. Finir cette guerre en moins de 24 heures, réponse du berger à la bergère, ça s'est passé hier en marge d'une conférence de presse qu'a donnée le président russe. Je vous propose de l'écouter. Nous entendons de plus en plus de déclarations et de spéculations venant de l'étranger, tant de la part de politologues que de fonctionnaires, selon lesquels le conflit en Ukraine pourrait prendre fin dès l'année prochaine et tout le monde se demande comment. Que Dieu vous entende. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine. Fin au conflit. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine l'année prochaine. Donc ça peut être en janvier 2025 en 24 heures ou à la fin de l'année prochaine en décembre prochain. Et je reprends le propos très laconique de Vladimir Poutine, Michel Derkansky. Il dit en quelques mots que Dieu vous entende. Nous nous efforcerons de mettre fin au conflit en Ukraine. À qui il faut s'en remettre? Il faut s'en remettre à Dieu ou à Trump? Adieu, naturellement. Adieu, naturellement. Vous dites avec un peu d'humour. Parce que les cieux sont indicibles. D'accord. Comparé à Trump, qui lui est complètement imprévisible. Je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, tous les acteurs de cette scène terrible, d'un côté les Ukrainiens, de l'autre côté les Russes, savent que le calendrier politique est en train de pivoter, qui va pivoter radicalement à partir du 20 janvier, à la fois sur la scène intérieure américaine et sur la scène extérieure. Après, c'est toujours pareil, les scénarios ils sont sur la table, c'est de quelle manière Trump va réussir à convaincre les deux co-belligérants, les Ukrainiens et les Russes. Est-ce qu'il va... et les scénarios, ça peut être quoi? Ça peut être qu'il donnerait, je dirais, une bonne conscience à Vladimir Poutine en lui demandant d'arrêter, de garder les oblasts et de garantir aux Ukrainiens une sorte de souveraineté territoriale. Sur son territoire amputé. Ça, ce serait envisageable, peut-être pour les Russes, mais certainement pas pour les Ukrainiens. On n'a que des antagonismes sur leurs désaccords, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est tordre le bras à l'un ou à l'autre au cas où un des deux refuse les conditions. Donc il peut augmenter les enchères vis-à-vis de l'Ukraine en disant je vais complètement vous déshabiller si vous acceptez pas mes conditions. Et à l'inverse, dire aux Russes, monsieur Vladimir Poutine, si vous acceptez pas, moi je vais ouvrir un feu vert au-delà de ce que Biden l'a fait. Donc je vais livrer, et puis je vais même leur proposer de délivrer où ils veulent et quand ils veulent. Oui, ça a visiblement été soulevé en tout cas. Voilà. Donc je crois que tous les scénarios sont possibles, tout est envisageable. De là à ce que ça se règle en 24 heures, c'est autre chose. Parce que les affaires internationales tournent pendant ce temps-là. On voit une agitation en Corée du Sud, en Corée du Nord, on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, rien n'est stable aujourd'hui. Oui, puis on voit surtout sur le front russo-ukrainien que les choses bougent. Et c'est vers vous que je me tourne, Général Chauvency. Lorsque, encore une fois, Trump dit « je vais régler cette guerre en 24 heures », réponse du berger à la bergère. En effet, j'appelle de mes voeux à la fin de la guerre d'ici à 2025. Comment est-ce qu'on doit le lire d'un point de vue militaire? Parce qu'il continue à pousser. Il a la pression, Poutine, il ne peut plus faire autrement parce que Trump arrive et qu'effectivement, il va falloir donner des gages. Alors, je pensais plutôt savoir estimer du côté de Poutine ce que peut imposer Trump. C'est un peu ça, je dirais, on est dans un rapport de force. Ce que peut faire Trump, effectivement, c'est dire, si toi tu comprends pas, je mets la pression et je m'engage beaucoup plus, malgré ce que j'ai dit, aux côtés des Ukrainiens, en envoyant tout le matériel et les équipements nécessaires. Moi, je vois très bien faire ça avec le général Kellogg's, qui est l'intermédiaire aujourd'hui, le médiateur. L'envoyé spécial de M. Trump, qui prendra ses fonctions à partir du 20 janvier pour la question russo-ukrainienne. Sauf qu'il est déjà en train de se... Un vétéran, il a près 80 ans, voilà. Il en a vu des théâtres d'opération. Et c'est, je dirais, le personnage type de l'émissaire rapport de force, puisqu'un général, par définition, il résonne en rapport de force. Absolument. Donc ça correspond à ce que veut Trump, mais aussi à ce qu'est Poutine. Donc voilà, on en est de ce côté-là. Maintenant, on est effectivement, pendant le mois qui va arriver,
et c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, sur l'acquisition de maximum d'avantages sur le terrain de part et d'autre. C'est-à-dire que s'il y a négociation qui n'arrivera qu'après un cessez-le-feu, qu'il faudra bien définir, c'est autant de gages de chaque côté que l'on veut prendre sur le terrain pour imposer sa décision. Puisque quand on parle de négociation, ça veut dire qu'on va faire des échanges. On va accepter ceci, refuser cela et se mettre d'accord sur un compromis. Pour l'instant, honnêtement, je ne vois pas trop où est le compromis. Nous n'en sommes pas là. On sera peut-être surpris à partir du 21 janvier. Peut-être que justement, les belligérants seront peut-être moins exigeants sur leurs exigences, mais je pense que jusqu'au 21 janvier, on cherche à avoir le maximum d'avantages sur le terrain, et qu'après, on verra bien. Mais à la date d'aujourd'hui, on ne voit pas quelles sont les conditions d'échange. Oui, parce on ne les voit pas. De chaque côté, on maintient la pression, de chaque côté, on maintient ses objectifs, et que pour l'instant, sur le terrain, l'armée russe avance. Ça, c'est une réalité. Elle avance et elle reprend visiblement du terrain du côté de l'oblast de Koursk, qui avait été envahi, on s'en souvient, l'été dernier par les Ukrainiens. Oksana Minilchuk, je vais reprendre les mots de Vladimir Poutine. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit, dit-il. Mais comment concrètement vont-ils s'efforcer de mettre fin au conflit, les Russes? Monsieur le général Chauvency nous dit que pour le moment, on avance ses pions, pour caricaturer d'un côté comme de l'autre, ce qui veut dire que les combats font rage. Mais est-ce que de votre point de vue, par des canaux diplomatiques, ça vous paraît sérieux? Est-ce que ça a déjà commencé? Essentiel, c'est qu'on commence à employer les bons mots et bons termes pour bien désigner les faits réels. Parce qu'il ne s'agit pas de conflit, il ne s'agit pas, surtout pas de co-belligérants. Il s'agit de la guerre d'agression. Il n'y a pas de co-belligérants dans cette guerre. Dans cette guerre, il y a le pays qui est agresseur, il y a le pays qui est agressé. Donc, de quel consensus vous pouvez parler s'il y a une victime et un agresseur? L'objectif de la guerre de Poutine, c'est exterminer l'Ukraine. C'est le faire de l'Ukraine une deuxième Biélorussie, qui sera une vassale et satellite de la Russie, pour que Poutine puisse assurer sa politique dont il rêve depuis toujours, depuis son élément au pouvoir, c'est restaurer l'Union soviétique. Mais d'après justement ce que vous en savez depuis vos contacts du côté de Kiev, on est dans quel état d'esprit? Parce que là, ça sont effectivement les desiderata ukrainiens, c'est-à-dire qu'on a peur d'être vassalisé par la Russie, mais est-ce qu'à un moment donné... on n'a pas peur d'être vassalisé de la Russie, nous sommes été vassalisés de la Russie, et on essaie de sortir de cette l'Ukraine résiste, elle le fait depuis bientôt 3 ans. Est-ce qu'elle n'est pas lassée, la population ukrainienne, et est-ce qu'elle ne demande pas à un moment donné que des négociations s'engagent fermement? Vous dites que les mots sont posés. C'est important, ça. L'autre mot qui est important, quand nous parlons de tout ce que vous appelez négociation, nous sous-entendons les entretiens. C'est pas la même chose. Parce qu'on peut rien négocier avec Poutine, comme vous dites, général. Quel compromis? Parce que dans les négociations, on trouve le compromis, n'est-ce pas? Dans les entretiens, on pose le problématique pour voir où nous sommes à ce moment-là. Ce que nous sous-attendons sur la voie diplomatique, c'est la pression sur Poutine. Les sanctions qui fonctionnent. Quand vous attendez que les sanctions ne fonctionnent pas, c'est la musique du narratif de Poutine. C'est lui qui est intéressé de dire que les sanctions ne fonctionnent pas. Selon les experts en économie, les sanctions marchent de telle manière que la Russie pourrait tenir dans cette guerre jusqu'à juin 2025. Et après, il va s'écrouler. Puis, ce que nous attendons aussi de Trump, il y a les histoires du prix du pétrole qui pourraient être changées. Et assez considérablement. Par exemple, il y a peut-être des leviers, en effet, vous m'y faites penser sur le gel des avoirs russes qui pourraient être dégelés par les Américains. On n'en parlera pas, enfin on n'en parle pas tout de suite encore parce qu'on parle de négociations, pardonnez-moi de vous interrompre, mais parce que je veux vous faire écouter un autre son de M. Poutine qui envisage peut-être, Dieu nous prête vie, dit-il, en tout cas une guerre d'ici à la fin de l'année 2025, on ne sait pas exactement quand, mais il sait en tout cas où des négociations pourraient se dérouler. Je vous propose de l'écouter. En ce qui concerne le lieu des négociations, oui, Fico a dit qu'il serait heureux de les accueillir dans son pays. Nous n'y sommes pas opposés, pourquoi pas, puisque la Slovaquie adopte une position neutre. À notre avis, cette neutralité est une option acceptable pour nous. Voilà une occasion de réagir, Oksana Minilchuk. Oui, je voyais faire des grands signes. La Slovaquie, pardonnez-moi, de M. Fico, le Premier ministre, pays neutre, dit Vladimir Poutine. Vous en pensez quoi? Vous savez, quand on dit le pays neutre, chez nous, on pense il y a un terme chez nous qui s'appelle la finlandisation.
Vous vous souvenez, la Finlande qui était neutre, et qu'est-ce qu'on a devenu aujourd'hui? Finlande, elle est devenue le membre de l'OTAN. Donc, neutralisation à côté des Russes, ça veut dire la vassalisation par les Russes. Ça veut dire être contrôlé par les Russes. Donc, neutralisation pour nous, non, ça c'est... On a déjà vécu ça. Parce que ça c'est aussi, c'est un objectif de la guerre de Poutine. Tout le monde pose la question, mais quels sont les objectifs de la guerre de Poutine? Mais les objectifs, pour nous, ils sont clairs. Ils sont exposés d'ailleurs dans leur doctrine de la politique internationale de la Russie. La Russie, ils cherchent à faire un monde bipolaire. Ils disent ça multipolaire, mais en fait, c'est le monde bipolaire dans lequel il y aura les zones d'influence. Ils vont laisser les zones d'influence aux États-Unis et la Russie va récupérer ces zones d'influence. Ouais. Attention, dans ces intérêts, nouveaux intérêts de Russie, sans zone d'influence, il voit aussi toute l'Europe occidentale. Évidemment. Et donc la Slovaquie, et on va découvrir ensemble, regardez, le ministre des Affaires étrangères slovaque, dans la foulée de M. Fico, donc le Premier ministre s'est exprimé, nous offrons le sol slovaque pour de telles négociations. Mais une fois de plus, et là je me tourne vers vous, Michel Darkovski, donc le Premier ministre Fico, bon, on va pas se mentir, c'est un pro-russe. Hein. D'ailleurs, il a dit qu'il arrêterait toute aide militaire fournie à l'Ukraine. On a raison de se fier à ce monsieur Fico. C'est quoi? C'est un cheval de Troie ou c'est un trait d'union en gros en Union européenne? Je crois que c'est sûrement un cheval de Troie, mais c'en est qu'un de plus. Hein, on avec avait Orban, évidemment. Voilà. Et pour le moment, il offre son pays, encore une fois, pour de telles négociations, dit-il. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, Trump décidera tout seul et fera tout seul. Je crois qu'aujourd'hui, il ne demandera pas l'avis de M. Fico pour savoir comment il veut aboutir demain à un cessez-le-feu et puis peut-être dans un second temps à des négociations. Aujourd'hui, on voit bien que le général Kellogg's est à l'œuvre, que toute l'administration qui va être ramenée par Donald Trump va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, Trump ne laissera pas un espace, parce que ce serait sa victoire à lui. Il ne va pas la partager, cette victoire. Donc, son hubris, il ne va pas le partager. Hein, aujourd'hui, il veut absolument être le garant d'une paix dont lui serait le metteur en scène, le réalisateur et le producteur. Donc il ne va pas partager ce genre de choses. Mais Général Chauvency, on ne peut pas, à l'inverse, encore une fois, imaginer que ce monsieur Fico et également son camarade Orban, donc, qui sont peut-être des chevaux de Troie du Kremlin en Union européenne, soient au contraire considérés comme des traits d'union capables d'être des vecteurs passant des messages, encore une fois, de chancellerie plus pro-ukrainienne. Je pense à la France, je pense à la Grande-Bretagne, je pense évidemment à l'Allemagne, passer des messages en vue d'obtenir des garanties de sécurité, quoi, pour l'Ukraine. Actuellement, on cherche de part et d'autre le meilleur médiateur capable de sortir de cette guerre, c'est très clair. Maintenant, je pense qu'il ne faut jamais négliger quand même les intérêts nationaux. Que ce soit Orban ou Fico, ils ont un problème. Ils ont un problème de gaz. Ce gaz qui vient toujours d'ailleurs par l'Ukraine jusqu'à la dénonciation du prochain contrat, ils ont besoin de ce gaz russe. Bon. Ils s'engorgent. Donc, on est bien dans l'intérêt national. Ils ont un besoin propre avant de parler même de négociations. Et maintenant, je pense que le président slovaque cherche aussi à négocier de meilleurs avantages, je dirais, avec la Russie, parce qu'il est dépendant du gaz. Et c'est un vrai sujet. On revient à la question des interdépendances qui ont été développées depuis des années et des années, en croyant à la bonne volonté de tout le monde et à la paix éternelle. Aujourd'hui, en temps de guerre, dès lors qu'on est en temps de guerre, justement, on se retrouve dépendant. Je vais prendre un exemple. La France, elle est un peu dépendante de la Russie pour tout son combustible nucléaire, pour ses centrales. Parce que c'est là qu'on reconditionne le combustible. Et il n'y a pas de sanctions, justement, sur ce combustible. Donc dès lors qu'on a des intérêts propres et nationaux, on a un discours diplomatique qui se module en fonction de ses intérêts. Et je pense qu'on est dans ce cas-là. Je pense, avant de dire que c'est un pro-russe, même s'il a cette réputation-là, il est avant tout dans la défense des intérêts de son propre pays. Et il cherche à trouver les justes milieux avec, effectivement... Et donc il choisit son camp opportunément. C'est ce voilà, il y a une question d'opportunisme. Avant de parler d'un sentiment pro-russe, je pense que c'est un peu trop facile de dire que dès lors qu'on n'est pas d'accord avec la pensée majoritaire, que forcément on est de l'autre côté. Et c'est un peu le procès qu'on fait en permanence. C'était pareil pour Orban. Hein. Oui, il y a eu des intérêts dans le passé. Oui, peut-être, ou des relations. Mais en tout état de cause, dès lors que vous êtes dépendant pour votre économie, pour votre pays, d'un certain nombre de matières premières, ou d'autres choses, vous êtes beaucoup plus conciliant pour jouer le rôle de médiateur. Elle est importante, cette question des intérêts que vous posez. Quels sont nos intérêts à nous en France ? Parce que la France, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette histoire ? Est-ce qu'elle va rester les bras croisés ou elle va essayer de participer à ces négociations, avoir sa place à la table des négociations ? Jérôme Garraud, notre correspondant
à Moscou, a directement posé la question à qui? Au ministre des Affaires étrangères, Oksana, ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Écoutez. Nos collègues français nous ont proposé d'établir le dialogue à travers des canaux non officiels. Donc sans participation de l'Ukraine d'ailleurs au détriment de leurs propres principes qu'on ne peut pas négocier sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Mais nous sommes prêts à écouter ces collègues. Mais en même temps, la France continue à dire qu'il faut continuer à taper sur la Russie pour que l'Ukraine ait des positions plus fortes pour négocier. Donc ce comportement ambigu ne nous donne pas l'envie de considérer sérieusement les initiatives de nos collègues français. Donc voilà, on l'a entendu, Oksana Minilchuk, Lavrov, il pointe ce que serait le discours ambivalent de Paris, qui discuterait par des canaux informels avec Moscou, sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine, c'est important, tout en affirmant par ailleurs qu'il faut affaiblir tant que faire se peut la Russie précisément pour avantager Kiev. Comment est-ce que vous les lisez, ces déclarations? C'est l'intox de la déstabilisation, une façon d'affaiblir par procuration l'Ukraine, plus qu'elle ne l'est? Bon, je pense que c'est une tox. Vous savez, j'ai commenté tout ça ce matin pour la télévision ukrainienne également. D'accord. Et qu'est-ce que vous leur avez dit aux Ukrainiens? Parce qu'en Ukraine, je suis considérée comme la spécialiste sur les relations franco-ukrainiennes, donc c'est à moi d'être la première pour. Et qu'est-ce que vous leur avez dit alors? Je lui ai dit que pour nous, ça doit être un signe de l'importance de France dans cette guerre, parce que pour faire ce genre de déclaration, ça veut dire c'est une tentative de couper l'alliance entre l'Ukraine et la France. Parce que bien sûr, si l'Ukraine apprend que la France met les négociations derrière ses mots, sans l'Ukraine, ça pourrait provoquer le scandale. Mais nous ne sommes pas idiots pour croire à ce genre d'opérations spéciales médiatiques. De toute façon, il y a toujours, on comprend, tout le monde est conscient qu'il y a toujours côté public et non public dans les diplomaties. Tout le monde parle avec tout le monde. C'est presque normal dans les relations internationales. Mais regardez ce que dit justement la position du Quai d'Orsay. C'est une source diplomatique, on ne sait pas laquelle, on préserve l'identité de nos sources à LCI TF1. Les autorités russes sont coutumières de propos intempestifs qui visent, donc là ça rejoint vos propos, instrumentaliser une guerre d'agression dont elle porte l'entière responsabilité. Si la Russie veut la paix, il ne tient qu'à elle de mettre un terme à la guerre. Est-ce que, à contrario, un petit peu, Michel Derganski, encore une fois, c'est une façon de dire que la France est de retour un peu dans le jeu, si on le regarde. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez bien les difficultés politiques internes que l'on a en France. Donc le président de la République aujourd'hui est sur sa réserve des affaires étrangères et pousse toujours cette question européenne de l'autonomie stratégique européenne.